Mesdames et messieurs, bienvenue dans Dossier spécial. Comme vous le savez, chaque matin, nous traitons des dossiers extrêmement importants, non seulement pour la stabilité de notre pays, mais pourquoi pas aussi pour permettre à nos dirigeants d'avoir des nouvelles idées et qui pourront leur permettre de mieux gérer la res publica. Et ce matin, nous allons aborder une matière, je ne dirais pas sensible, mais une matière extrêmement importante. Et cette matière, c'est relative à la Constitution. Comme vous le savez, il y a un débat au sein de notre société. D'un côté, il y a des personnalités politiques et d'autres observateurs qui soutiennent mordicus à ce qu'on puisse réviser la Constitution. Et de l'autre part, il y a d'autres observateurs qui estiment que la Constitution de 2006, c'est la meilleure Constitution que la République démocratique du Congo ait connue. Et dans ces deux camps, quel est le camp qui a raison et quel est le camp qui a tort? C'est alors qu'aujourd'hui, ce matin, nous nous sommes dit pourquoi ne pas recevoir sur notre plateau une éminente personnalité qui pourra nous permettre d'avoir de nouvelles idées. L'émission que nous allons faire ce matin, c'est avec des idées révolutionnaires, d'un scientifique, d'un intellectuel congolais, d'un fils de ce pays qui a proposé des idées innovantes pour permettre aux dirigeants et pourquoi pas à l'élite congolaise de s'en approprier et de créer un débat politique, de créer un débat de société. Nous avons le plaisir de recevoir, mesdames et messieurs, sur notre plateau ce matin, le professeur Mabaka Placide. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Raymond. Bienvenue dans notre émission ce matin. Merci beaucoup. Une nouvelle constitution pour un Congo restauré, c'est votre ouvrage. Effectivement, oui. Avec des idées provocatrices. Je dirais novatrice. Moi, je dis provocatrice et novatrice. Pourquoi pas, oui. Alors, c'est quoi la motivation? Pourquoi vous avez publié cet ouvrage? Alors, pourquoi cet ouvrage? Cet ouvrage vient d'une réflexion qui date, je dirais, d'avant même l'adoption de la Constitution de 2006. Donc, dès le projet de Constitution, personnellement, j'étais déjà contre cette Constitution. J'avais milité pour le rejet du projet de Constitution qui finalement a été adopté en 2006, parce que je trouvais que c'est une Constitution qui avait en son sein, qui contenait des germes d'instabilité et qui était un risque pour notre pays. Et la pratique, la mise en application de cette Constitution m'a donné raison. Parce que aujourd'hui, 18 ans après, on voit que on est en train encore de tâtonner. De tanguer. Voilà. On n'est pas stable. Les institutions ne fonctionnent pas telles qu'elles devaient l'être. La preuve, en 2011, on a révisé la Constitution pour dire justement qu'il y avait des dysfonctionnements qui n'étaient pas prévus et qu'il fallait réviser pour conformer justement la Constitution à l'évolution de la société. Mais on s'est rendu compte que finalement, au lieu de résoudre le problème, ça a en plus créé d'autres problèmes. Dernièrement, vous avez tous suivi le débat sur les propositions de loi Sakata Minaku qui n'ont jamais été adoptées, Dieu merci. Pourquoi? Parce que on avait modifié la Constitution qui a porté atteinte aux libertés fondamentales en extirpant le parquet du pouvoir judiciaire et en soumettant le parquet sous le commandement, si je puis ainsi le dire, du gouvernement, dont le ministère de la Justice. Vous voyez, donc on est dans un système, on peut dire on a bâti la maison sur le sable. Et à partir de là, je me suis dit non, je vais poursuivre ma réflexion pour que le Congo puisse avoir quelque chose qui est pensé par les Congolais, pour les Congolais, et dans l'intérêt des Congolais. Très bien. Alors, Benoît, s'il vous plaît, vous pouvez enlever les caches qui est là, parce que nous ne parlons pas de code minier ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de la Constitution. Alors, prof, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu à parcourir l'ouvrage, et je me suis rendu compte que vous soulevez de points essentiels. Je ne dirais pas essentiels, je dirais même existentiels pour notre pays. Mais avant d'entrer dans les fonds, parce qu'il y a beaucoup de sujets que nous allons aborder avec vous,
la Constitution, c'est aussi l'esprit. Est-ce que la Constitution de 2006, dans son esprit, ça rencontre les aspirations du peuple congolais? Ça rencontre les us et coutumes des Congolais? Est-ce que quand on se regarde dans cette Constitution, nous nous disons, nous Congolais, on s'y retrouve par rapport à nos coutumes, par rapport à nos valeurs et par rapport à notre façon de vivre? Est-ce qu'on se retrouve? Je pense qu'il faut, pour bien comprendre la Constitution de 2006, avant de voir si on s'y retrouve ou pas, il faut voir déjà d'où vient cette Constitution. Exactement. Quelle est sa genèse? Dans quelles conditions ça a été élaboré et pourquoi? Cette Constitution est le fruit d'une rencontre, d'une alliance que j'appelle moi l'alliance des belligérants. Donc c'est une Constitution qui a été impulsée par les accords de Sun City. Donc, dans l'acte de transition, la Constitution des transitions de 2003, mandat avait été donné aux acteurs politiques de doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution, après avoir, soi-disant, réunifié le pays. Donc, la Constitution de 2006, à mon avis, et ça je le dis, je le répète et je le répéterai toujours, n'est pas le fruit de la volonté des citoyens congolais et ne sert pas les intérêts des Congolais. C'est simplement la volonté des belligérants qui se sont partagés le pouvoir en vue de satisfaire leurs besoins. Et c'est ainsi qu'on a créé notamment ce que j'appelle aujourd'hui les républiquettes, les fameuses provinces, dont on voit la difficulté de fonctionner. Donc, le peuple congolais ne peut pas se retrouver, ne se retrouve pas, moi en tout cas personnellement je ne m'y retrouve pas, parce que le peuple congolais n'a été en quelque sorte associé qu'à un aval. C'est-à-dire, comme certains disent, ah oui, ça a été adopté par référendum. Donc, c'est la volonté du peuple. C'est une arnaque intellectuelle. Exactement. Le référendum, vu dans ce sens-là, c'est une arnaque. Mais est-ce que même quand le peuple est allé voter par référendum, est-ce qu'elle connaissait les fonds même de cette Constitution? C'est là le problème. Donc, il n'y a pas eu vulgarisation, il n'y a pas eu débat. Et en plus, au référendum, on dit oui ou non. Alors, pour dire oui ou non, je dois déjà avoir compris. Exactement. Et je dois vous avoir donné mandat, parce que vous n'êtes que le représentant. C'est moi le souverain, le peuple. Exactement. Bon. Vous avez pondu votre texte, je ne sais où, qui est d'ailleurs, si on entre dans le fond, un copier-coller. Un copier-coller de la Constitution française du 4 octobre 1958 et de l'ancienne Constitution belge de 1970. Donc on a amalgamé tout ça en prenant le système unitaire et parlementaire français et en prenant le système fédéral, en quelque sorte, ce mécanisme fédéral qui avait été mis en place en Belgique et qui n'avait pas fonctionné en 70 et qui a été, qui a amené justement à la constitution fédérale de 93 ou 93, je crois, oui, en Belgique. Donc la création de l'État fédéral en Belgique. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment été, à mon avis, bien pensé. On a mis la charrue avant les bœufs, on est allé vite en besogne. Je respecte tous ceux qui ont participé à ce travail, mais j'estime qu'on n'a pas eu le temps de bien réfléchir et d'interroger, d'associer le peuple congolais à ce pacte. Parce que la Constitution, c'est un pacte social, c'est un pacte. Exactement. N'est-ce pas? Bon, pour qu'il y ait pacte, qu'il y ait alliance, c'est comme un mariage, il faut que chacun ait donné librement son consentement. Or, ici, le peuple n'a pas donné son consentement de façon libre et sensée, en quelque sorte. Le peuple a été quasiment contraint, vu l'environnement, à accepter cela. Alors, prof, vous dites qu'actuellement, dans votre ouvrage, vous dites qu'il faut résoudre définitivement la problématique du pouvoir constituant. Exactement. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis le 30 juin 1960, là on aura ce dimanche 64 ans d'indépendance, les Congolais n'ont jamais
adopter une constitution pour eux. Toutes les constitutions ont été soit octroyées, soit imposées. En commençant par la loi fondamentale qui nous a été octroyée par les Belges. La seule constitution qui aurait pu être considérée comme la constitution vraiment des Congolais, c'est la constitution de Luabo de 64. Malheureusement, là aussi, on avait écarté le pouvoir constituant originaire. C'est toujours un groupe de personnes qui se réunissent au nom du peuple. Mais quel est le mandat qui nous a été donné par le peuple? Moi, aujourd'hui, je veux changer de mécanisme, que le peuple soit en amont, c'est lui qui donne le mandat, et qu'il soit en aval pour confirmer que le mandat que je vous ai donné a été bien, comment dirais-je, assuré, et que ce que vous me proposez, c'est conforme à ce que moi j'ai demandé. Donc il faut une consultation populaire, un débat populaire pendant même 1 ou 2 ans pour que nous puissions définir notre vivre ensemble, pour que nous sachions définitivement qu'aujourd'hui, lorsque on est au Congo, on doit agir de telle façon. Lorsqu'on est dirigeant, voilà les droits et voilà les obligations, parce que quand on est dirigeant, on est d'abord redevable. On n'est pas là pour venir se servir. On est là d'abord pour rendre service et on doit rendre compte. C'est la redevabilité qui doit primer. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, et là, maintenant, vous dites que ça va constituer une rupture entre la Troisième République et les débuts de la Quatrième République, sous une nouvelle dénomination, une nouvelle appellation. Vous dites que c'est la République démocratique de Fumukimba ou d'Isaïe. Bon, avant, vous savez, nous avons eu 3 périodes dans notre histoire, dans l'histoire de notre État, depuis le 30 juin 1960. Nous avons eu la Première République jusqu'en 65. Nous avons eu la deuxième qui est allée jusqu'en 97. Et nous avons la troisième qui a commencé en 2006. Bien sûr, entre-temps, il y a eu des phases de transition. La dénomination, au fond, est liée à ce que j'appelle l'identité. Ma réflexion tourne autour de notre identité. Okay? Nous sommes d'abord des Bantous. Nous sommes des Bantous. Et aujourd'hui... les Congos ne reflètent pas l'identité? Non, non. Aujourd'hui, non. Notre identité, c'est-à-dire, vous vous appelez Raymond Luneko. Moi, je m'appelle... Bon, dans votre famille, il y a combien de Luneko? Il y en a plusieurs. Il y a peut-être des gens, il y a des Marie-Jeanne, il y a ceci, cela. Lorsqu'on vient chercher, je viens chercher Luneko, on va dire lequel? N'est-ce pas? Oh, maman Luneko, ou Yaya Luneko. Donc, on va vous identifier par rapport à ce que vous êtes, ce qui vous distingue. Donc, aujourd'hui, nous, on est Congo. En face, nous avons un autre Congo qui s'appelle République du Congo, avec C. Nous, avant, on nous distinguait des Congolais parce que nous étions Zaïre. Bon. Maintenant, ou avant, on était même Congo, Léopoldville. N'est-ce pas? Bon. Avant, on était République démocratique du Congo, alors que l'autre, c'était République populaire. On savait distinguer. Aujourd'hui, comment pouvons-nous nous distinguer des Congolais de Brazza? Parce que ce sont eux les Congolais. Exactement. Nous, on est obligé de dire non, je suis Congolais, la RDC. On doit préciser. Donc, ça gêne. Voilà pourquoi j'avais pensé, dans un premier temps, qu'on colle un peu le mot Congo et Zaïre. Ça ne vient pas seulement de moi. Il y a d'autres qui ont pensé là-dessus. Moi, j'ai aussi récupéré ça. Je trouve que c'est une bonne chose. On peut appeler République du Congo Zaïre. Et même en mettant Congo avec K. Bon, ça, ce sont des détails. Ce n'est pas très important pour l'instant. Mais au fur et à mesure, après avoir publié l'ouvrage, ma réflexion allait plus loin. J'ai dit, nous avons un symbole dans ce pays. Un symbole à qui le président de la République a rendu même hommage. Exactement. En décrétant une journée chômée, fériée, le 6 avril de chaque année. Je me dis, pourquoi ne pas justement conforter juste ce que le président de la République a fait, en consolidant en quelque sorte, en sacralisant ce symbole qui est Simon Kimbangu. Et donc, désormais, appeler notre pays République, ou on va dire Congo de Kimbangu.
Voilà la nouvelle dénomination que moi je propose, parce que nous allons aussi résoudre beaucoup de problèmes d'un point de vue, on va dire, si vous voulez, spirituel, sans qu'on entre dans certains détails. Et c'est le Congo, on dit de Kimbangu, Congo de Lumumba et Congo de Kassao, tout ça. Mais Kimbangu est au-dessus de tout cela, comme symbole. Donc, appelons notre pays concrètement, Congo de Kimbangu. Concrètement, ça sera République démocratique. Non, il n'y a pas de... D'abord, une république est foncièrement une démocratie, et une démocratie est foncièrement république d'un point de vue philosophique. Oui. Donc, dire déjà république démocratique, c'est une redondance. Vous voyez? Donc, on dit la république... non, on dit seulement l'état de Congo de Kimbangu, c'est tout. Et on se limite là. Mais on se limite là. Si vous voulez ajouter république... Vous pensez que vous allez convaincre? République, moi, je vais convaincre. Après, est-ce que ça va passer? Je ne suis pas le seul. Moi, je propose. Je n'impose pas. Ce sont des idées. Maintenant, confrontons les idées. L'État Congo-Kimbangu. Voilà, Congo de Kimbangu. Très bien. C'est en plus, c'est dans nos langues, c'est dans notre langue. Parce que voilà, un autre élément d'identité que je mets en exergue, c'est l'officialisation de nos langues nationales. Aujourd'hui, nous parlons français. C'est la langue officielle. Alors que nos langues nationales ne sont que de langues qu'on doit encourager. Mais moi, je m'appelle Mabaka Nkwabuika. À l'époque du Zaïre, il n'y avait pas de Placide. Mais c'était aussi notre identité, notre référence, l'authenticité, ce qui nous distinguait des autres. Quand on va ailleurs, on dit « Ah, Zaïrois ». Donc, retrouvons cette grandeur-là en officialisant déjà, en érigeant nos langues, nos 4 langues nationales, en langue de gouvernement, en langue officielle. Pour autant, nous n'allons pas mettre le français de côté. Nous n'allons pas sortir de la francophonie. Le français va devenir une langue auxiliaire, c'est-à-dire une langue qui sera utilisée dans le cadre de relations extérieures, dans le cadre du commerce, dans le cadre aussi de l'éducation, parce que le temps que nous puissions nous adapter, adapter un peu même notre éducation, j'entends plus universitaire, parce que moi j'ai appris à l'école primaire jusqu'en 3e, 4e primaire, j'ai étudié en Kikongo, j'ai appris les maths en Kikongo, c'était meilleur, et j'ai bien appris. Le français, c'est venu après. Mais aujourd'hui, je suis écœuré de voir que beaucoup de Congolais, même dans des familles, ont honte d'apprendre nos langues à leurs enfants. Et ils se prennent pour des Français. Mais non, nous ne sommes pas des Français. Nous pouvons parler français, mais nous devons d'abord maîtriser nos langues parce que c'est ce qui va nous permettre de mieux nous exprimer. Il y a des choses, par exemple, quand on parle à Lingala, mais c'est impossible de les traduire en français. Exactement. Vous voyez? On est ça même l'identité. Et c'est ça. Et on est obligé de mélanger le français et les Lingala. Mais alors, pourquoi se prendre la tête? Très bien. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, l'ouvrage, c'est une nouvelle constitution pour un Congo restauré. C'est le prof Mabaka Plassi. Il est docteur en sciences juridiques et habilité à diriger des recherches à l'Université de l'Île-France, professeur ordinaire et avocat. Donc on aura le temps de revenir de temps en temps sur tout ça. Alors nous allons maintenant évoquer le point que moi j'estime, c'est vrai, tout ce que vous avez dit c'est extrêmement important, mais pour moi c'est un peu le cœur de l'ouvrage, les innovations. Et c'est là, en fait, à mon avis, où il y aura un certain nombre de débats. Nous allons commencer les débats sur ces plateaux avec vous, et peut-être intéresser d'autres scientifiques, l'élite congolaise qui pourrait également être intéressée, et pourquoi pas toute l'opinion qui est intéressée par la question. Alors, la première innovation, vous avez touché un point, à mon avis, sensible, prof. C'est au niveau de la limitation ou de la non-limitation des mandats. Là, c'est un problème qui est essentiel. Alors, du côté du chef de l'État, vous dites que son mandat ne sera pas limité. Mais de l'autre côté, pour les députés nationaux et les sénateurs, vous limitez leur mandat. Est-ce discriminatoire? Est-ce un penchant? Est-ce un faible pour la fonction du chef de l'État? Peut-être que vous êtes futur candidat président de la République, je ne le sais pas. Pourquoi, au niveau de la limitation, d'un côté vous limitez et de l'autre côté vous ne limitez pas? Pourquoi? Pourquoi cette innovation? Alors,
Moi, je propose pour la fonction présidentielle que le mandat passe de 5 à 7 ans. Et que ce soit illimité, bien évidemment. Ça, c'est a priori. Mais en réalité, le candidat président ou le président en exercice ne peut pas rester au pouvoir de façon illimitée. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai mis des mécanismes qui vont auto-limiter en quelque sorte la durée du mandat. Quels sont ces mécanismes? Du président de la République, chef de l'État, et qui pour moi est également chef du gouvernement. Donc c'est ce que j'appelle l'exécutif monocéphale, à commandement unique. Hein? Parce qu'actuellement c'est bicéphale. C'est bicéphale et à double commandement. Ouais. Mais là c'est à commandement unique. Donc c'est lui-même. C'est lui, c'est lui. Comme un peu, on a besoin d'un guide dans ce pays. On a besoin d'un véritable leader. Donc c'est en quelque sorte l'aspiration de la population. Parce qu'actuellement la population c'est les chefs de l'État. C'est ça. On ne fait même pas allusion au Premier ministre. Non, c'est dans notre psychique. Ouais. Un Montou ne peut pas comprendre que dans une société ou dans la famille qu'on ait deux chefs. Exactement. On a toujours un seul chef. Et d'ailleurs, on n'a qu'à prendre notre code de la famille. On dit qu'il y a un chef de famille, même si l'autorité est partagée entre le père et la mère. Donc, mais il y a un chef, et c'est le père. Donc, pourquoi au niveau de nos institutions? Parce que l'État, c'est quoi? Mais c'est le macrocosme de la famille. Ok? Le véritable État qui est microcosme, c'est d'abord, ça commence, c'est la famille. Donc maintenant, lorsqu'on extrapole en quelque sorte, on vient au niveau macrocosmique, au niveau de l'État, pourquoi changer des règles? Nous sommes allés copier des choses qui ne sont pas adaptées à notre psychique, à notre entendement, à nos us et coutumes, à nos pratiques. Donc, le chef de l'État, il est là. Première limite, pour moi, qui fera qu'il ne puisse pas s'éterniser au pouvoir, d'abord, l'âge, la limitation pour l'accès à la fonction. Et vous proposez 49. Moi, j'ai raisonné... C'est trop tard. Non, c'est pas tard. J'ai raisonné en termes symboliques et sur la base du chiffre 7. La vie a un cycle, et c'est le cycle septenaire. On commence des 0 à 7 ans, ainsi de suite. Lorsqu'on arrive à 49 ans, on a fait 7 fois le cycle 7. Donc, on est dans ce qu'on appelle la perfection de la perfection. On estime qu'arriver à 49 ans, donc l'entrée, 49 ans révolue, donc l'entrée dans la 50e année. On est dans cette année-là, on a déjà travaillé pour soi, on a déjà fait ses études, on s'est marié, on a eu des enfants, on a travaillé, en fait, on est installé, on est assis. Maintenant, on va s'ouvrir à l'autre. On a été dans un système un peu introverti, maintenant on va être dans l'aspect extraverti. Donc c'est l'ouverture à l'autre, on est dans l'altérité, on est dans le service à l'autre. Donc tant qu'on n'a pas satisfait ce besoin, on ne va jamais servir l'autre. Or, être un chef de l'État, être en politique, c'est se mettre au service des autres. Voilà pourquoi je me suis dit qu'on va partir des 49 ans, parce que c'est la phase 49 ans révolue. Donc si quelqu'un a des ambitions à 30 ans, il doit... Il n'a qu'à attendre. Il peut faire autre chose. Il peut aller à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale... et à l'ambition de devenir chef de l'État, vous n'allez pas l'envoyer à l'Assemblée. Qu'il prenne son temps, qu'il soit patient. Mais dans ces pays, on a connu. C'est vrai, dans des situations un peu... tel qu'on a connu, mais avec 9 ans, quelqu'un est devenu président de la République, mais il a dirigé le pays. 49 ans, c'est trop. Diriger le pays, c'est une chose, mais bien diriger le pays, c'est autre chose. Okay? Tout le monde peut diriger, parce que vous donnez pour en France, professeur, il y a des premiers ministres qui ont 39 ans. Ici, on n'est pas en France. 34 ans. On n'est pas en France. Au Sénégal, il y a un chef de l'État qui est arrivé à un certain âge. On n'est pas en France. 49 ans, mais les politiciens congolais risquent de vous lapider. Mais ça, c'est leur problème. Moi, je ne cherche pas à ce qu'ils... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si ce que je propose est pertinent ou pas, qu'on en discute. Ce n'est pas une question d'âge. Parce que c'est vrai qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ouais. D'accord.
Mais ce que je dis par rapport au constat, par rapport à notre République, est-ce que c'est pertinent ou pas? La question est là. Débattons scientifiquement. Ces idées-là, sont-elles fondées, sont-elles pertinentes, sont-elles sensées ou pas? Maintenant, que l'on ait des jeunes à 26 ans qui veulent devenir président ou que sais-je, dont acte. Mais ils peuvent aussi attendre, ils peuvent mieux se préparer. Vous parlez de la France. Bien sûr, c'est une forme d'initiation. Okay. Vous parlez de la France. Aujourd'hui, en France, même si vous mettez un enfant, excusez-moi, j'exagère un peu de 5 ans, la France va tourner. La France n'a pas besoin de président. Parce que là, il y a la France n'a pas besoin de Premier ministre. La Belgique nous l'a démontré. Exactement. Pendant 1 an, 18 mois, je crois, sauf erreur de ma part, la Belgique a fonctionné sans gouvernement. C'était un gouvernement qui était là pour gérer les affaires courantes. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, il y a une administration. Exactement. Prenez M. Macron, prenez le Gabriel Attal, mettez-le au Congo, ici, dans ce pays. Ils vont échouer. Ils ne vont même pas faire un mois. Pourquoi? Il faut avoir les nerfs solides pour diriger ce pays. Il ne faut pas être n'importe qui ou n'importe quoi. Il faut avoir les nerfs solides. Il faut féliciter ceux qui sont là, qui dirigent ce pays. Même si parfois c'est boiteux, il faut être courageux pour diriger ce pays. Prenez Biden, prenez même Poutine, mettez-le au Congo. Il n'y arrivera pas. Ces gens-là dirigent bien leur pays parce qu'il y a une base. Il y a la fondation. Le Congo n'a pas de fondation. Mais prof, malheureusement, le Congo n'a pas de fondation. Vous faites une proposition en amont, mais en aval, la fondation qui n'existait pas là, vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas tenu compte. Si, moi j'ai dit, pourquoi j'ai dit Congo restauré? Ouais. Nous avions peut-être une fondation, mais qui n'était pas adaptée au niveau des comment dirais-je, sur le plan au niveau des étages par exemple. Exactement. Hein? On a créé une fondation, on a mis en place une fondation pour une maison plein pied, mais on a bâti une maison sur 2-3 niveaux. Okay. Mais ça va s'écrouler. Ça va s'affaisser. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut restaurer. Cette fondation-là, elle n'est pas bonne. Nous devons restaurer, nous devons un grand défi. Consolider. Mais oui, c'est un grand défi. Mais c'est ce qu'il faut faire. Le travail n'a jamais été fait. Le travail n'a jamais été fait. Il est temps. Oui, mais cette restauration, c'est vrai, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui parce que nous en parlons. Est-ce que vous avez des petites idées pour nous aider à savoir, est-ce que le prof a aussi des idées pour la restauration de cette fondation-là? Mais cette restauration... C'est ça notre faiblesse. Aujourd'hui, c'est un peu notre tendon d'Achille. Oui, mais on doit d'abord commencer à prendre en considération ce dont se revendique tout le monde, ce qu'ils appellent le peuple. Le peuple congolais. Ok? Est-ce que le peuple congolais a déjà décidé de son destin depuis le 30 juin 1960? Non. Hein? Ben voilà. Donc nous devons déjà nous dire que mettons-nous ensemble. Assoyons-nous. Nous avons marché, mais ça ne va pas. Maintenant, nous devons décider de notre vivre ensemble. Qu'est-ce que nous voulons? Aujourd'hui, je me balade un peu dans notre pays, on voit bien avec la mise en place des provinces que le tribalisme, que le repli sur soi, le séparatisme a été renforcé. Exactement, ça passe en plein. On a grandi, nous, il n'y avait pas de Mukongo, il n'y avait pas de Luba, il n'y avait pas de Mungala, on était tous citoyens. Exactement. Il n'y avait pas de méfiance, que ainsi de suite. Mais aujourd'hui, moi, je suis du Kwango, je ne peux jamais, même si je vis à Matadi, où j'ai vécu à Matadi pendant des années, ma famille est connue là-bas, je ne peux pas prétendre devenir candidat député électif là-bas. Pour ne pas parler de gouverneur dans le Congo central. C'est compliqué. Mais je fais encore mieux. Dans le Grand Bandundu, on a éclaté le Grand Bandundu en 3. Ouais. Imaginez que certains disent, moi je vais à Bandunduville. Il y en a qui disent, les Kouilous aux Kouilois. Ok? Et les Congolais doivent rentrer chez eux. Ceux de Maïndombe doivent rentrer chez eux. Mais attendez. Avant, nous étions considérés comme une seule province. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on dise, ah non,
Vous êtes du Kwango, nous on est du Kwilu. Et même dans les Kwilu, il y a ceux de Bandundu, ville, et ceux de Kikwit, sans parler de Massimanimba. Dans le Kwango, il y a ceux des territoires de Kenge, de Féchi, de Sissi. Mais c'est un bordel. OS, nous sommes une nation. Donc nous devons nous asseoir et réfléchir là-dessus. Quel vivre ensemble nous voulons. Très bien. Alors c'était une grande parenthèse qu'on a pu ouvrir. Alors on revient, ça dit 49 ans pour accéder. Voilà. Et 63 ans maximum. Donc 7 fois 7 et 7 fois 9. Ouais. On a besoin d'un chef d'État qui soit vigoureux, qui ait vraiment le temps de travailler, qui doit se déplacer parce qu'il sera chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République. Nous sommes une jeune démocratie. Nous sommes en quelque sorte un bébé qui est né il y a seulement 64 ans. Exactement. Quand on compare aux États-Unis d'Amérique, Ça sont des vieilles démocraties. on sent c'est des siècles, 64 ans par rapport à des siècles. Ça ne représente Voilà, rien. ça ne représente rien. Donc nous devons faire ça. 70 ans, s'il finit à son trou, il fait un mandat, 70 ans, il peut servir à autre chose. Et il a aussi droit au repos. N'est-ce pas? Et ça permet aussi de renouveler. N'est-ce pas? Que ce ne soit pas toujours, entre guillemets, les mêmes. On renouvelle non seulement les personnes, mais surtout le renouvellement de quoi? Des idées. Alors maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, il faut absolument qu'on puisse aborder toutes ces innovations. Je précise par rapport à l'autre limitation. Oui. L'autre limitation, c'est quoi? Pourquoi j'ai mis 7 ans? 7 ans, c'est-à-dire que on laisse le président de la République travailler pendant 4 ans par rapport à son programme, son projet de société. Oui. Au bout de 4 ans, les citoyens peuvent l'interpeller pour dire que vous avez dans votre programme prévu ceci, cela, mais qu'est-ce qui fait que vous ne l'ayez pas réalisé? C'est ça la redevabilité. En ce moment-là, il vient se justifier. Il doit se justifier devant le peuple, donc on lance une pétition. Toujours dans son mandat. Toujours pendant ce mandat-là. On lui laisse 4 ans pour éviter l'instabilité. Il vient dire, voilà, j'ai promis de faire ceci, cela, mais si je ne l'ai pas fait à ce jour, parce que j'ai rencontré telle difficulté. Il y a ce dialogue-là qui est en place, et les citoyens vont voir si l'a convaincu ou n'a pas convaincu. S'il ne convainc pas, on organise quoi? Un référendum. Ce qu'on appelle, donc c'est le rappel en fait. On organise un référendum révocatoire pour savoir s'il doit rester en poste ou s'il doit démissionner, on doit le destituer. Ce qui fait que on peut avoir un mandat de 7 ans illimité et ne jamais aller jusqu'au bout. Très bien. Donc, on évite le populisme. C'est-à-dire quand on vient, on fait des propositions concrètes. Exactement. Dont on sait qu'on va réaliser au bout des temps. Exactement. Très bien. Et si on n'a pas pu réaliser, on sait justifier. On connaît déjà son sort. Voilà. Alors, prof, vous avez fait... Alors là, je trouve un peu discriminatoire. Vous maintenez 5 ans des députés nationaux. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec des députés nationaux, je ne sais pas. Mais pour les sénateurs, vous les rajoutez une année. 6 ans, pourquoi? 6 ans renouvelables par moitié. Tous les 3 ans. C'est-à-dire tous les 3 ans, on renouvelle l'équipe. Et en plus, ils seront très peu nombreux, donc c'est facile à renouveler. Oui, on va les sur les... Donc, 6 ans, parce que j'estime que les Sénats n'ayant pas les mêmes missions, disons le Sénat, celle que j'appelle la Chambre de la subsidiarité, on peut changer, on va revenir passer une autre innovation. On peut l'appeler même le Conseil des sages, parce que moi je les appelle les sages. Ils auront 6 ans, parce qu'ils n'auront pas la même mission. Ils n'auront pas les mêmes obligations que les représentants, parce que là aussi, je n'appelle pas ça Assemblée nationale, je préfère symboliquement Chambre de représentants, pour que les députés sachent qu'ils ne sont que des représentants. Ils ne sont que de... Et ils sont aussi redevables du mandat qu'on leur a octroyé. C'est ça, la redevabilité doit être au cœur de la mission politique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, comme ça, on réunit pratiquement les deux innovations. Alors, par rapport aux deux chambres, vous dites que l'Assemblée nationale change d'appellation, c'est la Chambre des représentations. Chambre des représentants, oui. Qui va quitter de 500 à 333. Voilà. Et pourquoi? Exact. En fait, aujourd'hui,
je suis... Et le Sénat, on y va rapidement, c'est la chambre de subsidiarité. Chambre de subsidiarité, donc une chambre on passe de complémentaire 108 à à 28. 28. Voilà. Pourquoi? Expliquer, c'est une innovation. Exactement. Oui. Je suis parti sur d'abord l'idée de comment réduire le train de vie de l'État. Ok? Oui. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on peut me corriger, je crois, 60-70% du budget de l'État va dans les institutions. Exactement. Ce qui n'est pas normal. Je veux justement réduire ça peut-être à 20%. Et pour ce faire, il faut réduire le nombre de membres. Alors, je suis parti de l'idée que on doit avoir le territoire comme circonscription électorale des représentants des députés. Et dans chaque territoire, il faut 2 députés. Et nous avons 145 territoires, ce qui fait 290. Et nous avons 35 villes. Et dans chaque ville, une nominale majoritaire à un tour, c'est un seul élu. 290 plus 35, ça nous fait combien? 333. 325. Ok? 325. Maintenant, la ville-province de Kinshasa, ça a un statut spécial. Ouais. À Kinshasa et province, donc on aura 8 députés. Exactement. Ce qui fait 325 plus 8, ce qui fait 333. Ouais. 3. Voilà. Ouais. Comment on passe de 500 à 333. Donc ça pourra également permettre aux caisses de l'État d'essouffler. Exactement. Et d'ailleurs là aussi, j'ai réduit. Pour moi, un député ne peut pas gagner plus de l'équivalent en dollars 7000. Donc ça doit être inscrit dans la Constitution. Okay? Et un ministre ne peut pas gagner plus de l'équivalent en dollars de 10 000. C'est prouvé scientifiquement? Non, mais on veut réduire, ce sont des proportions, on doit réduire. Parce qu'aujourd'hui, 7 000 dollars par rapport au train de vie des Congolais, ou au niveau de vie du Congolais, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Combien gagne un député français, même un député européen? C'est presque l'équivalent. Alors que là, le coût, il est élevé. Moi, quand je mets dans les 7 000, je prends en compte, bien sûr, toutes les charges, les députés, les assistants parlementaires, ainsi de suite. Un député peut gagner 4 000 dollars aujourd'hui et bien en vivre. Ouais. 4 000 dollars dans ce pays, quelqu'un gagne 4 000 peut très bien vivre. Mais on dit... on doit aussi équilibrer comme ça. On tient également compte de la descente dans la base. Les députés doivent grignoter un peu quelque chose dans ces émoluments pour aller partager avec sa base. C'est pas voilà dans ces pourquoi on leur émoluments. donne ces bâtons. Mais non, il y a pendant les vacances parlementaires, ils sont payés. Je ne suis pas député, mais ils ont quand même des fonds, n'est-ce pas? Ils ne doivent pas grignoter dans leurs émoluments. Ça, c'est à eux. Mais ils ont aussi des fonds qui permettent à ce qu'ils puissent satisfaire certains besoins. Mais un député n'est pas là pour ça. Un député n'est pas un distributeur de billets. Il est là justement pour plaider, c'est l'avocat du peuple, n'est-ce pas? Et il doit faire en sorte que les gens ne dépendent pas de lui, mais les gens justement puissent avoir le nécessaire pour bien vivre. Par exemple, mettre un SMIC, le minimum salarial dans ce pays, à 400, 500 dollars. Ça permettra aux uns aux autres de vivre, plutôt que de faire des gens des mendiants. Vous voyez? Très bien. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous sommes sur ces plateaux avec le professeur Mabaka Placide. Il est docteur en sciences juridiques et habilité à diriger des recherches à l'Université de Lille. En France, on y reviendra. Il a produit cet ouvrage qui est très capital. Une nouvelle constitution pour un Congo restauré. C'est autour de ça que nous sommes en train d'échanger avec lui. C'est-à-dire toutes les propositions qu'il est en train de faire, c'est à la fois à l'élite congolaise et pourquoi pas à l'opinion nationale. Parce que si vous êtes totalement d'avis avec lui, le professeur est en train de soulever un débat et il veut absolument qu'on puisse débattre autour de ses idées. Prof, sans vous jeter autant de fleurs, je ne vous flatte pas, je vous dis, ça fait plus de 23 ans que je suis dans la profession. C'est la première fois pour moi, je vous dis, d'avoir un Congolais scientifique qui vient avec des propositions concrètes pour la révision de la Constitution. Merci beaucoup. Pas pour la révision, pour une. Ça, je vous dis sincèrement, c'est pour moi la première
Ah, merci. Et ça, je vous encourage. Voilà pourquoi moi j'ai l'obligation de vous soutenir, parce que ce sont ces idées-là qui vont créer un choc. Et il faut absolument qu'on puisse commencer à débattre, que ça ne soit pas un tabou. Tout à fait. Et aussi, parmi les innovations, professeur, on est dans l'organisation de la compétence judiciaire. Alors il y a des ordres. Il y a l'ordre judiciaire et puis l'ordre administratif. Vous dites qu'il faut fusionner les deux ordres et les mettre sous la responsabilité ou l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est une provocation. Non. Vous êtes vous-même avocat. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de provoquer maintenant? Non, non. Je pense que, comme pour d'autres choses, on est trop vite allé en besogne. Aujourd'hui, nous avons un ordre juridictionnel, donc un ordre judiciaire et un ordre administratif. La Constitution parle même de 3 ordres. La Cour constitutionnelle, bon, ça, c'est une erreur. Ouais. Parce que la Cour constitutionnelle n'est pas un ordre juridictionnel. Exactement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au niveau de l'ordre judiciaire, il n'y a quasiment rien à dire. C'est un ordre bien charpenté. Mais au niveau de l'ordre administratif, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que le Conseil d'État qui est mis en place. Il n'y a que le Conseil d'État. Vous bâtissez une maison, pas de fondation, mais vous commencez par la toiture. Et ça va marcher. Ben voilà. Ça va tenir sur quoi? Voilà. C'est pour ça. Il vaudrait mieux, comme déjà dans la pratique, les juridictions judiciaires opèrent dans certains cas, agissent comme des juridictions administratives. Pourquoi avons-nous besoin d'une juridiction, d'un ordre administratif? Ça permettra aussi une meilleure cohérence dans la justice du pays, le temps de voir comment peut-être faire évoluer cela. Aujourd'hui, moi-même j'ai été justiciable, j'ai dit justiciable devant le Conseil d'État. Je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. C'est un bordel dedans. Je peux le prouver, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, par respect pour l'institution, mais ça ne va pas. Et ça ne sera pas un manque de respect pour l'ordre judiciaire? Pas du tout. Parce que on va avoir un seul ordre avec des chambres ou des branches. C'est-à-dire que les questions administratives sont traitées. Tout sera prévu dans la Constitution. Oui, la Constitution qui va renvoyer à des lois organiques, bien sûr. Ouais. La Constitution ne peut pas tout contenir. Oui. Hein? C'est la matrice. Après, il y a autre chose. C'est-à-dire, il y aurait, comme ça fonctionnait avant, avec la Cour suprême, hein? La Cour suprême de justice, ça fonctionnait très bien. Quelle était l'utilité d'aujourd'hui d'éclater cela en 2 ordres juridictionnels sans pour autant avoir mis comment dirais-je, les institutions en question en place? On n'a pas des tribunaux administratifs, on n'a pas de cours administratifs d'appel, mais on a un Conseil d'État. Pour faire quoi? Et regardez une autre aberration en matière du contentieux électoral, c'est la Cour administrative d'appel qui juge en premier ressort et le Conseil d'État qui juge en cassation. Non. En second degré. Alors que le Conseil d'État devait être... C'est juste en cassation. Oui. Ou alors, ce qui aurait été logique, c'est de faire en sorte que le Conseil d'État juge en premier et dernier ressort. Là, ça aurait été encore compréhensible. Et pourquoi? C'est la Cour administrative, la Cour d'appel, agissant comme Cour administrative d'appel, qui juge en premier ressort. Attendez, c'est une Cour administrative d'appel. Donc c'est une juridiction de second degré. Ça devrait être le TGI, normalement, qui devait être... qui devait avoir compétence le premier degré, agissant comme tribunal administratif, Cour d'appel comme juridiction d'appel, et Conseil d'État comme cassation. Vous voyez? Donc il y a un gros bordel. Il faut revoir un peu toute cette question d'organisation juridictionnelle, d'autant qu'aujourd'hui, et je travaille là-dessus, la Cour constitutionnelle est venue encore s'en mêler pour contrôler la constitutionnalité des actes juridictionnels, des arrêts du Conseil d'État. Voilà le bordel qui a été créé dans le Congo central. Donc on est dans un foutoir, pas possible. Il faut s'asseoir, casser la baraque, et voilà. Reconstruire, recoller le morceau. Voilà. Alors, une autre innovation, alors là, il y a
d'innovation, mesdames et messieurs. Alors vous dites qu'il faut un régime principalement présidentiel, de type présidentiel. Pourquoi? Voilà. Un régime de type présidentiel, parce que je l'ai dit tantôt, le régime parlementaire n'est pas adapté à notre entendement. Oui. Ok? C'est-à-dire que chez nous, on ne peut pas avoir deux chefs. Le régime parlementaire, c'est un régime diarchique. Il y a un exécutif bicéphale et double commandement. Le chef, lui, il est totalement irresponsable. Chez nous, qu'est-ce qu'on constate? On ne peut avoir qu'un seul chef. On ne peut servir qu'un seul maître. Il n'y en a pas deux. Oui. Donc, la pratique montre, disons, l'entendement des Congolais. Ah, papa Félix et Antoine Tshisekedi Fadji, on entend ça dans les radios, on entend ça partout. Pourquoi on n'a pas appelé, ah, maman Judith, Tane Navisoli Kaboy. Ou papa, comment il s'appelait encore l'autre, l'ancien premier ministre Sama Lukonde. Tane Navisoli Kaboy. Non, on n'a jamais fait appel à lui. On dit toujours papa Mokonzi. Quand on dit papa Mokonzi, il n'y a qu'un seul Mokonzi. C'est le chef de l'État. Alors que le Premier ministre aussi, Azam Mokonzi. Vous voyez? Donc, à Lyon, confirmons ça simplement. Constatons que non, nous ne pouvons pas vivre dans un régime parlementaire. Nous sommes psychiquement présidentialistes. On a besoin d'un seul guide, d'une seule orientation, d'un seul moniteur. On n'a pas besoin de deux. Ça crée un bordel. Comme à la maison, dans la famille, quand il y a un problème, on dit Mbongo basenga nani? Papa. Est-ce que maman Mbongo? Maman peut ça Mbongo. C'est papa. Exactement. Voilà. Alors, prof, on va un peu rapidement. Vous dites qu'il faut, parlant de la forme juridique de l'État, vous proposez qu'on puisse proclamer l'universalité du caractère universel et indivisible de l'État. Oui. Pour éviter quoi? L'irréversibilité. C'est-à-dire que le Congo a, comme on dit, presque 450 ethnies, tribus, que sais-je, ainsi de suite. Dans notre histoire, quand on a acquis l'indépendance, il y a eu des sécessions, il y a eu des séparatismes liés essentiellement à des questions linguistiques ou tribales ou ethniques, ainsi de suite. Hein? On a eu la sécession katangaise, on a eu le truc de Lukoji, on a eu la sécession de de Moulé-Lémé, qui était plus unitariste parce que lui c'était un lumumbiste. Ben, Kassavou, lui c'était un fédéraliste. Donc les Congos central devraient être au Bas-Congo. D'où d'ailleurs la Bako. Bon, bref, Thomas Louaka explique ça mieux que moi. Voilà. Donc, si nous voulons, et comme l'a fait feu le maréchal Mobutu, nous voulons être une nation, nous devons être unis. Et pour être unis, nous ne pouvons pas aujourd'hui penser le fédéralisme. Nous ne sommes pas suffisamment préparés à accepter que on est dans un système, je parle bien de l'organisation de l'État, je ne parle pas du fonctionnement, qui est fédéral, mais que celui qui habite là où il est puisse accéder à des hautes fonctions dans la province ou dans la région, même s'il n'est pas originaire comme on dit. Et d'ailleurs, c'est quoi être originaire de bon, moi je suis né à Kenge, ok, mais c'est par hasard. Mes enfants sont nés en France, mais on va dire qu'ils sont originaires de machin de mon village, de ceci, mais c'est archaïque, il faut déjà dépasser tout ça. Et ça me permet de dire que même sur nos identités, ça doit disparaître. On n'a pas besoin de connaître d'où province d'origine, village même, ainsi de suite. Moi je ne connais même pas mon village, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Vous voyez, ce sont des aberrations, c'est vraiment archaïque. Donc, il faut qu'on mette fin à cela. Il faut, me semble-t-il, bâtir une nation. Et pour ça, il n'y a que l'État unitaire. L'État unitaire qui sera basé sur des régions administratives où il y aura des gouverneurs qui seront des non-originaires nommés par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Et au niveau des provinces, les provinces, je les transforme en entités territoriales décentralisées. Donc il n'y aura plus de gouvernements provinciaux, n'est-ce pas?
le gouvernement provincial sera seulement au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc le président de l'Assemblée provinciale deviendra le chef de l'exécutif provincial. Parce qu'aujourd'hui même le gouverneur, il a double casquette. Hein. Il est exécutif provincial, mais il est aussi représentant de l'État au niveau. Donc ce qu'il faut, c'est faire quoi? Il faut une déconcentration, c'est-à-dire la présence de l'État au niveau local, à travers le gouverneur et les services, hein, bien sûr. Et il faut également la décentralisation poussée, et c'est là qu'on peut recourir à un mécanisme fédéral, n'est-ce pas? Très poussé, donc ce sera le fédéralisme comme mode de gouvernance, oui, mais le fédéralisme comme mode de gouvernance de l'État, non. Très bien. Alors, prof, on fusionne les deux dernières propositions. Il y a une proposition qui me paraît très indispensable, parce que ça c'est aussi une préoccupation de nos frères de la diaspora, parce que vous avez tenu compte de ça à la proposition ou à l'innovation 7, vous dites, concernant, j'ai lu ce que vous avez dit, concernant la problématique de la nationalité congolaise, éviter, je suis totalement d'accord avec vous, les vrais faux débats, c'est vraiment un vrai faux débat, sur la question de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité, et consacrer les principes de la plurinationalité, du moins pour les Congolais d'origine. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et aussi, vous parlez concernant les droits individuels et les libertés fondamentales des citoyens, renvoyer aux textes internationaux et régionaux dûment ratifiés par l'État, et rassembler la plupart des dispositions constitutionnelles en la matière dans une charte des droits individuels et des libertés fondamentales annexée à la Constitution et à la valeur constitutionnelle. D'où vous viennent toutes ces idées? Ça vous vient d'où tout ça? C'est innovant. Oui. Ça vous vient d'où toutes ces idées? Et pourquoi? Je suis un juriste. Certains me qualifient de constitutionnaliste ou d'internationaliste, en tout cas de droit public. Je suis un scientifique. Et le rôle d'un scientifique, et la recherche doit servir à ça, la recherche-action, c'est trouver des solutions aux problèmes de la société. C'est ça mon travail. Et quid de ces vrais faux débats? Mais c'est un vrai faux débat, parce qu'au fond, les gens n'ont pas compris ce que c'est la nationalité. La nationalité, c'est simplement un lien juridique. Un lien juridique, un lien de rattachement à un état donné, sous lequel plutôt, auquel on demande la protection, ou sous lequel on se met à l'abri, on est protégé. La question de la double nationalité, c'est, je dirais, la double nationalité, c'est une fiction juridique. En fait, ça n'existe pas, la double nationalité. On utilise pluri, double, tout ça. Je suis congolais, je suis angolais. J'ai deux passeports. Ok? Lorsque je suis au Congo, je ne peux pas dire que je suis angolais. Parce que c'est ça l'exclusivité de la nationalité. C'est exclusif et unique. Lorsque je suis en Angola, je ne peux pas dire que je suis congolais. Pour vous donner un exemple, je vais aller très vite. Il y a un jeune homme qui était franco-ivoirien. Il était à la fois français et ivoirien. Fofana. Il avait tué une Française juive en France. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui en Côte d'Ivoire. Il est venu à Abidjan. Il arrive et il dit, ah non, moi je suis quoi? Je suis ivoirien. Et donc, le principe des nationaux, c'est-à-dire c'est la non-extradition de ses propres nationaux. Donc il voulait dire que comme je suis ivoirien, vous, Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas m'extrader en France. Mais on lui a justement opposé, c'est ça le principe de l'opposabilité. On lui a opposé le fait que non. Quand tu as commis le crime, tu étais sur le territoire français et tu étais donc français. Donc ta nationalité ivoirienne devient inopposable à la nationalité française. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On l'a extradé en France. Oui. Donc, c'est dire simplement que ceux qui ont choisi une autre nationalité, il faut savoir d'abord pourquoi ils l'ont choisi. C'est pas simplement parce qu'ils n'aiment pas le Congo. C'est justement parce qu'ils aiment tellement le Congo que pour bien l'aider, ils doivent bien vivre dans les États où ils se trouvent. Et s'ils n'ont pas la nationalité de ce pays-là, mais ils ne peuvent pas bénéficier de certains avantages de ce pays. La preuve, suivez le débat sur les élections qui se passent en France. Comment il s'appelle encore Bardella, ces propositions du Rassemblement national. Franchement, si quelqu'un vit en France
et on dit préférence nationale, s'il n'est pas français, ben, imaginez son sort, voilà. Donc l'intérêt, c'est quand même qu'il soit français et il sera l'ambassadeur du Congo pour la France. Il peut mieux plaider parce que c'est un électeur, il a une voix et ça compte là-bas. Si ici ça ne compte pas, même si ça compte, mais là ça compte encore plus. Une voix peut tout faire basculer. Donc, encourageons. Moi je dis que tous les Congolais qui sont à l'étranger devraient prendre la nationalité ou la nationalité des pays dans lesquels ils vivent pour mieux défendre les intérêts du Congo. Surtout qu'ils participent aussi à l'économie de ce pays, qu'ils participent à la paix sociale, ainsi de suite. Donc c'est un faux débat. Mais je parle des Congolais d'origine. Parce que dans notre pays, il y a deux types de Congolais. Exactement. Bon, si l'on ne veut pas la nationalité en tant que telle, la moindre des choses, ça produira les mêmes effets. C'est simplement reconnaître la citoyenneté congolaise. C'est-à-dire qu'ils aient un passeport congolais, où ils viennent au Congo en tant que citoyens congolais, la citoyenneté entendue dans le sens de ce qu'appelait l'allemand, donc du peuple congolais, et où que l'on soit, on demeure citoyen congolais. Et d'ailleurs, je n'ai rien inventé, c'est déjà dans l'État indépendant du Congo, c'était même le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, d'origine. Mesdames et messieurs, une nouvelle constitution pour un Congo restauré, c'est l'ouvrage publié par le professeur Mabaka Placide. Il est docteur en sciences juridiques et habilité à diriger des recherches de l'Université de Lille en France. Il est professeur ordinaire et avocat. Il est actuellement chargé de cours à l'Université du Congo, à l'Université protestante au Congo et à l'Université École de Lubumbashi. Étoile de Lubumbashi. Je suis passé une fois par là. Et il exerce la fonction de secrétaire général en charge de la recherche. Il est auteur de plusieurs publications. Ses expériences pédagogiques et juridiques lui ont donné l'opportunité d'un vaste tour d'horizon en droit international public, en droit constitutionnel comparé, en théorie et philosophie du droit, ainsi qu'en droit de l'Union européenne, sans oublier les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Prof, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir pour nous. Alors, je demanderai à tous les amis qui nous suivent, c'est un débat que vous venez de soulever. Tout à fait. Et je crois qu'il y a une suite. Vous avez des conférences. C'est quoi la suite? Bon, là, au pays, c'est quoi la suite? Parce que je sens que les gens ont envie de vous rencontrer parce que les idées innovantes que vous venez de proposer, vraiment, ça donne envie de débattre. Non, la suite, c'est que bon, prochainement, il y aura encore une conférence de presse pour mieux faire connaître un peu ces idées. J'envisage quelques conférences. En fait, mon idée, c'est de faire un peu le tour de la République. Très bien. Dans les grandes universités, en commençant par l'université de Kinshasa, l'université protestante, Lubumbashi, Kolwezi, Goma, un peu partout, pour lancer vraiment ce débat. Non, mais ça, c'est un vrai débat. Surtout, mon souhait, c'est que le gouvernement, le président de la République, le chef de l'État, puisse s'approprier cela et qu'on formalise, que ce ne soit pas seulement un débat que moi je lance, que ce soit un débat national lancé par les autorités du pays, parce que moi je ne fais que proposer, je n'ai pas la science infuse. Je ne dis pas que tout ce que je propose doit être pris comme tel, mais c'est, on dira, comment dirais-je, un document de travail que je mets à la disposition, qui peut être amélioré, mais il y a des idées sur lesquelles personnellement je ne reviendrai pas. Donc je préfère que ce soit comme ça, mais bon, on est en démocratie, c'est la loi de la majorité qui prime. Prof, en français on dit ce qui s'énonce bien, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà. Et les mots pour les dire viennent aisément. Vous n'avez pas fourni d'efforts pour convaincre. Moi, franchement, en lisant ça, j'ai été convaincu. Merci beaucoup. Et je me dis, si moi, je suis convaincu, peut-être qu'il y a 2, 3 autres personnes comme moi qui seront convaincues. Certainement, oui. Peut-être qu'on est à la télé, on peut toucher un grand nombre de gens. Peut-être les rencontrer aussi lors des conférences, ça sera une bonne chose pour que vous puissiez vous-même palper du doigt. Parce que des propositions que vous faites, moi je vous dis, sont des propositions vraiment innovantes et je vous encourage. Merci. Ne baissez pas les bras. Et je demanderai à notre Fatih Béton de vous recevoir, pourquoi pas. C'est ma prière. Je suis que les chefs de l'État puissent vous recevoir. Congolais. Il est notre président. Ouais. Effectivement. Et que vous puissiez échanger avec lui autour de ça. Je sais que le chef de l'État est très réceptif et il est très ouvert aux idées. Et il pourra pourquoi pas vous soutenir également dans cette démarche.
Un tout dernier mot pour se quitter? Le dernier mot, comme vous l'avez dit, chacun devrait s'approprier la nécessité, en quelque sorte, du changement que l'on doit opérer pour que notre pays avance. Nous ne devons pas rester statiques. Ce qui a été fait n'est pas totalement mauvais, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut améliorer. Et donc, la réflexion qui est là n'est pas une provocation. C'est juste un travail pensé depuis des années et corroboré par la réalité constitutionnelle d'aujourd'hui. Donc, asseyons-nous, discutons de façon objective. N'est-ce pas? Sans parti pris, ni passion, ni, comment dirais-je, sans sentiment en quelque sorte partisan, mais de façon vraiment objective pour dire que moi, en tant que Congolais, tel que je suis là, ça là, ça me convient ou pas, ça me convainc ou pas. Qu'est-ce que je peux moi aussi apporter? C'est ma pierre à l'édifice. Que chacun y contribue pour qu'on bâtisse la maison Congo. Congo di Kimbangu. Et que chacun puisse contribuer pour qu'on puisse bâtir la maison du Congo de Kimbangu. Voilà. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir et à demain. Merci.